Takotsubo. Takotsubo. Je prononce mal sans doute, mais ça sonne bien. Takotsubo. Rien à voir avec un taco, même si j'ai faim. Takotsubo. Un énième personnage de manga ? Takotsubo. Oui, c'est davantage du côté du sushi qu'il faut chercher. Takotsubo. Je devine l'impatience des initiés qui se demandent où je veux en venir. L'agacement des professionnels du milieu médical qui savent ce dont je parle. Peut-être aussi la délectation, avec moi, de la musique de ces 4 syllabes. Encore une fois, Takotsubo. Ça ne peut cacher qu'une beauté effrayante. Et effectivement, Takotsubo signifie piège à poulpe, du nom d'un vase japonais utilisé pour la capture de ces créatures fascinantes. Et ça désigne également une maladie du muscle cardiaque, caractérisée par un dysfonctionnement du ventricule gauche faisant penser à un poulpe. On l'appelle aussi le syndrome des cœurs brisés, déclenché par un stress ou un choc émotionnel intense dû à un deuil ou à une rupture amoureuse par exemple. Ça y est, vous voyez où je veux en venir ? J'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux et que j'ai pas mal dévié par rapport à mon intention initiale pour cet épisode qui était d'explorer les rapports entre 2 émotions phares, la peur et la colère. Et puis, ma fascination pour le poulpe s'est rajoutée, me donnant un magnifique prétexte pour procrastiner intensément au cours de mes recherches. J'espère que vous me pardonnerez cet écart. Bienvenue dans Anti-Héroïne, votre podcast qui décortique les peurs ordinaires. Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. Comparé à la pieuvre, les vieilles hydres font sourire. Orphée, Homère et Hésiode n'ont pu faire que la chimère. Dieu a fait la pieuvre. Quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable. Si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre. Victor Hugo, l'auteur de cette citation, souffrait vraisemblablement d'octophobie, la peur des poulpes. Chez moi, c'est plutôt l'inverse. Ces créatures m'intriguent et leurs tentacules, qui ont la capacité de se régénérer, m'évoquent le cycle de la vie. Dans ma chambre, j'ai 2 peluches de poulpe, dont une réversible, que j'ai bien failli me faire chourer par ma nièce de 4 ans et demi. Comme les peluches réversibles, les vraies pieuvres changeraient de couleur au gré de leurs émotions. En fait, je crois que je m'identifie pas mal à ces êtres plutôt solitaires, relativement peureux, méfiants, sensibles, émotifs, à la différence près que les pieuvres seraient plus douées que moi pour exprimer leur colère. Et vive le naufrage de l'amour! Les fans de Disney Vintage auront reconnu la voix d'Ursula, la méchante pieuvre et sorcière dans La Petite Sirène. J'ai été intriguée par la récurrence de ces représentations négatives de la pieuvre comme de la colère. Car comme la peur, la colère est souvent perçue comme une émotion honteuse. On dit d'ailleurs qu'elle est mauvaise conseillère. Pourquoi a-t-elle si mauvaise presse ? À quoi peut donc servir la colère ? Et pourquoi est-ce que je vous en parle dans un podcast sur la peur ? Petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. L'enquête sur la peur d'Anti-Héroïne se nourrit de vos retours et des étoiles que vous donnez aux épisodes sur votre application de podcast. Alors n'hésitez pas à en mettre le plus possible et à suivre les actualités du podcast sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Je vous invite aussi à me proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes. Merci pour votre soutien. La colère fait partie des 7 péchés capitaux, sans doute parce qu'on l'associe communément à une perte de contrôle, à de l'amour-propre, à de la vanité aussi. On la confond souvent avec la violence, et même avec la rage qui évoque la folie. C'est pourtant tout le contraire. La colère est une émotion saine et tout aussi essentielle, vitale même que la peur. Elle mobilise les mêmes hormones, l'adrénaline et la noradrénaline notamment. Elle a au moins 2 fonctions assez similaires. Une fonction primaire de survie tout d'abord, puisque la colère est généralement la réponse à une menace, à la perception d'une injustice, à des limites personnelles enfreintes.
Dans le podcast Émotions de Louis Média, un chercheur explique que la colère surgit quand on pense qu'il est possible de faire quelque chose contre ce qui remet en cause nos objectifs. Ça nous amène à la deuxième fonction de la colère, qui est d'amorcer un changement. Expression d'un besoin non entendu, selon l'autrice et créatrice du blog apprendre-à-éduquer.fr Caroline Jambon, la colère permettrait d'accepter la frustration et de réparer l'intégrité. Elle représenterait une source importante d'énergie pour s'opposer à une situation injuste pour nous-mêmes ou pour d'autres. Caroline Jambon explique aussi qu'une colère bien adressée exprime que l'autre ne vous est pas indifférent et que la relation est importante pour vous. Et seuls ceux qui révèlent leurs limites donnent à l'autre la possibilité de les prendre en compte. Je connais bien la peur, la tristesse, et heureusement la joie aussi. Je connais le sentiment d'injustice, et beaucoup de choses m'énervent, me frustrent, m'agacent, me contrarient, m'indignent, me dégoûtent, me révoltent. Et pourtant, je me mets rarement en colère. Et je me demande comment ça se fait. Parce que la colère, je n'en manque certainement pas. Aurais-je peur de me mettre en colère ? Aurais-je peur de la réaction des autres si j'exprimais ma colère ? De les perdre, de perdre leur respect, leur amour? Est-ce que verbaliser ma colère mènerait forcément à une perte de maîtrise? Serait-elle nécessairement violente? Y aurait-il des conséquences néfastes ou au contraire salutaires? Une chose est sûre, la violence me fait peur. Je ne suis pas pour autant réfractaire au conflit. Simplement, je veille à ce que ça ne déborde pas trop. J'ai de la colère. Sans doute davantage que je n'en ai conscience, mais il semblerait que je la refoule pour l'essentiel. Et ce n'est sans doute pas sans conséquence. Selon la psychologue Valeria Sabaté, plus la colère s'accumule et plus le mal-être qu'elle entraîne est important. Les personnes qui refoulent leur colère auraient tendance à l'alimenter encore davantage avec des pensées ruminantes insuffisamment extériorisées. Valeria Sabaté explique que la colère se traduirait alors en fatigue, en mauvaise humeur, en anxiété, allant parfois jusqu'à un trouble dépressif. Et finalement, la colère refoulée serait redirigée vers soi. Serais-je enragée contre moi-même? Et y a-t-il un rapport entre cette colère camouflée et mes multiples peurs? D'après le pédopsychiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott, je cite, « Se cacher est un plaisir, mais ne pas être trouvé est une catastrophe ». Je trouve cette phrase très percutante, non seulement au sens littéral, puisque l'agoraphobie dont je souffre a fait des situations dénuées de refuge et de recours ma plus grande peur, mais aussi la catastrophe de ne pas être trouvé ou retrouvé, et le pendant de ma peur de l'abandon, toujours bien présente, mais qui remonterait à la petite enfance pour la plupart des psys de tous bords. Pour Caroline Jambon, il est terrorisant pour un enfant qui exprime des émotions comme la colère ou la tristesse même, de voir son parent s'éloigner alors qu'il souffre. Avec potentiellement des conséquences désastreuses pour l'estime de soi, puisque l'enfant en colère à qui on oppose, je cite, « incompréhension, rejet ou négation de ses émotions », finirait par sentir qu'il dérange, qu'il ne mérite pas d'être aimé ni aidé. Il y aurait chez les adultes des signes révélateurs d'une colère camouflée, comme par exemple des difficultés à faire confiance à ses proches, des comportements et réactions sarcastiques, une tendance à la procrastination, des cauchemars ou réveils fréquents, ou encore des changements d'humeur à répétition, selon la psychologue Valeria Sabaté. Est-ce que ce serait parce que, toute petite, j'ai eu le sentiment de ne pas avoir le droit d'exprimer ma colère, qu'une fois adulte je l'ai essentiellement niée? Ou alors est-ce que, blasée de ne pas avoir été écoutée, persuadée de ne jamais pouvoir être comprise, je ne m'autorise pas à me mettre en colère? Et ce silence, ce refoulement, a-t-il nourri mon anxiété et mes phobies? C'est en tout cas la position de l'un de mes thérapeutes, persuadé que lorsque j'aurai trouvé contre qui et pourquoi je suis en colère, alors mes phobies cesseront leur emprise sur ma vie. J'avoue que tout ça me laisse perplexe et que je cherche encore. Mais en tout cas, ça m'a un peu éclairé sur les liens entre peur et colère, deux émotions liées à des besoins,
en l'occurrence celui d'être écouté, respecté et en définitive sécurisé. Tout ça pour en revenir à La sagesse de la pieuvre, du nom de ce documentaire oscarisé que je vous recommande. C'est sur Netflix et idéal pour les siestes d'été. La pieuvre, dont la courte vie s'achève lorsqu'elle donne la vie à son tour, a sûrement bien plus à nous apporter que le frisson de cette chair de poulpe si tendre arrosée d'un filet d'huile d'olive. J'essaye, à présent, de me laisser vivre, de chasser les pensées culpabilisantes, d'être pleinement présente et de profiter de tout ce que j'ai appris et de tout ce que j'ai regagné. Il y a quelque temps, j'avais repéré ce petit parc qui borde le Père-Lachaise pour essayer d'y faire un exercice d'exposition à ma phobie. J'y suis allée il y a quelques semaines, j'ai fait quelques pas et puis je suis vite revenue parce que la première autre sortie est un petit peu trop éloignée de ma vue et donc ça me demande trop d'efforts en fait et c'est trop d'angoisse. Je suis entrée dans l'enceinte du parc contigu au Père-Lachaise, mais je suis vraiment juste dans l'entrée et je ne vais pas oser aller plus loin parce qu'aujourd'hui je le sens pas en fait. Je me sens assez angoissée, tendue. Je suis un peu fatiguée en ce moment, donc je manque un peu de sommeil et ça m'aide pas à me sentir relaxée, quoi. Donc voilà, je vais monter encore un tout petit peu, histoire de voir au moins à quoi ça ressemble. J'essaye de bien respirer et de m'oxygéner comme on me l'a appris en thérapie. Les gens me regardent un peu chelou. Ils se demandent pourquoi je m'arrête comme ça. Après, comme j'ai mon téléphone à la main, ils croient que je suis au téléphone, certainement. Voilà, ça c'est classique aussi de l'anxiété, c'est que on devient un peu parano et on a l'impression que tout le monde nous regarde. Et c'est la honte en fait, parce que moi je suis angoissée alors que tous les gens autour se baladent et s'oxygènent et près de l'air. En plus c'est une belle journée de printemps prématuré. On est fin février, il fait 18 degrés à Paris. Donc là, je suis en haut d'une petite colline et j'ai face à moi 2 allées, une qui monte, une qui descend. Mais je vois pas d'autres sorties au bout. Ça veut dire que c'est trop loin pour moi. Donc je vais faire demi-tour et je vais ressortir du parc. Bref, ça vous donne une idée un peu de ce qui se passe dans la tête d'une agoraphobe quand elle est prise au piège, ou en tout cas quand elle a l'impression d'être prise au piège, parce que clairement le vrai piège il est vraiment dans ma tête en fait. Il n'existe pas. Et ça m'empoisonne la vie en fait. Ce qui auparavant était quelque chose de très agréable, comme se promener en ville et se promener dans un parc. Je vous parle même pas de se promener dans la nature. Mais pour moi, c'est devenu une angoisse permanente. Et donc, ça peut pas être agréable en fait. Et en même temps, ça me manque énormément. En particulier le côté nature et puis le fait de plus pouvoir découvrir. Avant, j'adorais me perdre, même en ville. C'était un kiff. Parce que par ailleurs, je suis quelqu'un de très curieux. Et c'était génial de pouvoir découvrir.
Bref, d'après mon thérapeute, je devrais pouvoir retrouver ça un jour. Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours où j'y crois un peu. Il y a des jours où j'y crois pas du tout. Voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est que j'essaye, n'est-ce pas ? Dans cet extrait, vous avez dû reconnaître ma voix il y a un peu plus d'1 an, tandis que je descendais la portion de l'avenue Gambetta qui longe le Père-Lachaise. Aujourd'hui, j'ai toujours une petite appréhension quand je passe par là. Je suis plus à l'aise sur le trottoir où il y a des commerces, plutôt que coincée sur celui entre la route et le petit parc qui longe le cimetière. Ce n'est pas gagné, mais au moins, je ne m'inquiète plus à l'idée de prendre ce chemin qui jusqu'à récemment suscitait chez moi une vive angoisse. Ce matin aussi, en faisant les 100 mètres d'un passage assez étroit d'une zone résidentielle en plein Paris, j'ai pensé à la peur de me retrouver coincée et j'ai automatiquement cherché des yeux la sortie. Mais je me félicite de l'avoir tout de même pris ce passage, car il y a encore pas si longtemps, j'aurais été au bord de la panic attack. J'aurais peut-être appelé un proche pour me rassurer. Ou alors, j'aurais tout simplement fait un détour pour éviter de passer par là. Je ne suis pas tirée d'affaire, mais ça va beaucoup mieux en ce moment. D'une certaine façon, je revis. Il m'a fallu passer par de nombreuses années d'incompréhension, 2 ans et demi de psychanalyse, près de 2 ans de thérapie cognitive et comportementale, incluant l'utilisation de la réalité virtuelle, plusieurs séances de sophrologie et d'hypnose, du Prozac, des fleurs de Bach, de la rhodiole, du fitness, du yoga, des massages, une thérapie brève, un atelier de constellation familiale pour explorer d'éventuels traumatismes transgénérationnels, des récompenses sucrées après chaque exposition à des situations angoissantes, des épisodes d'enfermement chez moi, le dernier a duré 2 semaines. Beaucoup d'incompréhension de mes proches, mais aussi et surtout des soutiens précieux. Des efforts notamment pour réduire la caféine, du magnésium et divers compléments alimentaires, du magnétisme et du tarot, des ateliers, lectures et podcasts sur l'anxiété, les phobies et le développement personnel, de la méditation et de la visualisation, l'écriture, mon enquête informelle sur la peur, et enfin la diffusion, ô combien thérapeutique, de ce podcast. Oui, j'ai fait et je continue à faire beaucoup d'efforts. Je culpabilise constamment de ne pas en faire assez. J'ai par exemple culpabilisé du retard que j'ai pris pour terminer et publier cet épisode. Je ne suis et ne serai jamais Super Yasmine. Je ne suis qu'une simple anti-héroïne. Et comme la pieuvre, j'ai à ma disposition des dizaines de ventouses qui me permettent de m'agripper pour ne pas tomber. Et c'est très bien comme ça. Un proverbe touareg dit que les années ne peuvent se cacher dans un sac. 27. C'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la disparition de Tatiana, cette jolie jeune fille qui était promise à un bel avenir. Elle aurait 44 ans aujourd'hui. Un métier, un amoureux, des enfants peut-être. Des amis et une famille aimante. Mais quelqu'un en a décidé autrement. Quelqu'un à qui il n'a pas suffi de briser le destin d'une jeune fille de 17 ans recueillie aux alentours de la gare de Perpignan en septembre 1995, il lui a aussi fallu condamner ses proches à faire face à l'énigme tentaculaire de sa disparition, toujours non élucidée. Non, les années ne peuvent se cacher dans un sac. Et la douleur de cette famille est toujours aussi lancinante. Il suffit de parcourir quelques blogs et autres pages Facebook pour s'en assurer. L'un des frères de Tatiana a fait de cette tragédie une pièce de théâtre. Un autre, musicien, a chanté sa douleur et la vida de mierda dans laquelle elle les a plongés. En mai dernier, la famille s'est trouvée endeuillée par la perte de leur avocat, maître Étienne Nicolo. Un soutien sans faille pendant toutes ces années. La maman de Tatiana ne lâche pas pour autant, ne laisse pas sa fille tomber dans l'oubli. Ne serait-ce que pour rendre hommage à son courage, je continuerai à chercher et à en parler. J'écrirai peut-être. Hantée par Tatiana, j'ai commencé cette saison d'anti-héroïne avec elle. Et c'est avec elle que je la referme, en attendant de vous retrouver dans quelques semaines avec d'autres invités et de nouveaux éléments à ajouter à mon enquête sur la peur. N'oubliez pas que la peur, même quand elle nous fait peur, est une alliée. Un très bel été à toutes et tous, et à très bientôt dans Anti-héroïne.